Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre numéro 103. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion de l'épisode 101 qui avait pour thème l'impact environnemental d'une exposition avec en focus la notion de cycle de vie. Si lors de cet épisode nous avons calculé et analysé toutes les pollutions potentielles d'une exposition, de la conception au démontage en passant par la gestion ou non de sa fin de vie, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les bonnes pratiques et surtout les solutions pour créer une exposition éco-conçue. Je vais vous donner 10 bonnes pratiques à suivre pour y arriver. Allez, c'est parti. Bonne pratique numéro 1. Comment voulez-vous créer une exposition éco-conçue sans référent qui garde un œil attentif sur cet aspect du projet ? Ainsi, pour réussir une exposition éco-conçue, il faut d'abord nommer un référent pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le commanditaire du projet, puis côté prestataire. Leur rôle va être de contrôler tous les livrables, toutes les décisions prises pour le projet sur son volet d'éco-conception au cours du cycle de vie. Bonne pratique numéro 2. Fixer dès le départ des objectifs à atteindre pour ce projet à l'instant T, d'un côté pour l'équipe et de l'autre pour les prestataires et partenaires que vous détaillerez dans un cahier des charges. Toutefois, il ne faut pas oublier ses propres engagements pour être cohérent entre ses demandes et ses actions pour éviter de tomber dans le greenwashing et une éco-conception de façade, idem pour le développement durable et l'inclusion. Oserais-je dire que ça n'a pas de sens d'exiger des réunions présentielles polluantes alors que les sessions de travail en visio demandent juste un peu d'adaptation méthodologique, tout comme éviter en 2024 d'exiger des livrables imprimés en couleur aux prestataires. Je suis rassurée, cette pratique a tendance à disparaître de nos métiers, il me semble. En tous les cas, pour les derniers clients pour qui j'ai travaillé. Ces interrogations ne servent pas qu'à vous montrer le décalage qui peut exister entre les objectifs et les valeurs revendiquées d'un projet et les actions qui vont ensuite. Il vaut mieux dès le départ définir sur quoi on va travailler cette fois-ci, même de manière humble, pour vraiment avancer petit pas par petit pas, marche par marche par exemple. Lors de ce projet, nous avons décidé de réduire les déplacements. Au suivant, on va tester l'organisation d'un vernissage responsable. Dans le projet d'après, on va travailler sur du numérique responsable, etc. Nous ne sommes pas obligés d'être irréprochables partout, pour tous les projets. Je vous dirais même que c'est impossible. Par contre, se fixer un objectif clair et réalisable à l'instant T peut être une bonne option pour avancer dans cette destination de l'éco-conception où on s'améliore au fur et à mesure poste par poste. D'ailleurs, le bilan en fin de projet est une étape obligatoire pour progresser. Ne le zappez pas par gain de temps, parce qu'en fait, vous allez en perdre pour le prochain projet. Il faut vraiment faire un bilan pour voir finalement les objectifs qui avaient été lancés au départ et puis finalement le résultat chiffré, vraiment calibré, pas un sentiment, mais vraiment avec des datas. Bonne pratique numéro 3. Chaque décision doit être interrogée sous le filtre de l'éco-conception. Il faut prévoir et évaluer l'impact environnemental de l'exposition dès l'étape de conception où beaucoup de choses se jouent. Interroger l'utilité d'avoir recours à plusieurs matériaux, sachant que le mobilier mixte est plus difficilement recyclable. Interroger l'utilité de chaque dispositif de médiation. Interroger l'utilité de chaque prêt d'œuvre. Posez-vous cette question simple, est-ce utile ?
ou faut-il être plus sobre? Bonne pratique numéro 4. Le temps. Accepter que concevoir une exposition éco-responsable prend du temps. Implique donc des tâtonnements, des expérimentations, des mauvaises surprises aussi. C'est normal lorsqu'on revoit nos pratiques et nos habitudes de prendre plus de temps et de cafouiller, de tâtonner, d'expérimenter et de devoir progresser. Ainsi, vous allez passer plus de temps peut-être à concevoir votre projet, à tâtonner, à trouver le bon prestataire pour fabriquer vos modules, etc. Mais dites-vous aussi que de l'autre côté, le prestataire doit aussi revoir ses pratiques et ses habitudes. Et cela implique du temps de conception et de suivi de projets plus importants. Ce travail ne peut être gratuit et offert à la maîtrise d'ouvrage. Prenez-le en compte, s'il vous plaît, dans vos budgets. Bonne pratique numéro 5. Pensée recyclable, démontable, modulable. Privilégiez le démontable et des supports polyvalents et modulables qui pourront être réutilisables et qui seront dimensionnés en fonction de la taille du matériau de départ. Intégrez la maintenance du support dès sa conception, privilégiez la réparation plutôt que de refaire un dispositif. S'il s'agit d'une exposition itinérante ou amenée à être déplacée, pensez dès le départ au conditionnement du mobilier d'exposition et de scénographie. Peut-être que sa forme va devoir être adaptée justement pour pouvoir être transportée plus facilement et emballée aussi. Et dans l'idéal, privilégier des supports qui ne prévoient qu'un simple emballage faible en matériaux. Dans le même principe, les volumes à transporter doivent être réduits au maximum, d'où l'intérêt de la démontabilité des supports pour éviter de multiplier les émissions de gaz à effet de serre lors du transport, à cause du poids du camion accessoirement. Réutiliser le mobilier des anciennes expositions pour l'aménagement de la boutique ou une nouvelle utilisation scénographique ou même les bureaux est aussi une option très intelligente et verte. Bonne pratique numéro 6. Pensée locale et inclusif. Définissez si les matériaux doivent être recyclables au moins à X% et provenir de la filière courte, quelle provenance, quelle traçabilité, exigez des échantillons auprès de vos prestataires, travaillez avec des prestataires locaux dans la fabrication du mobilier d'exposition et de la scénographie pour trouver des solutions ensemble et tisser des partenariats, fonctionner en réseau. Il faut donc accepter le changement de solutions artistiques et techniques en cours de route. Ça, c'est vraiment le lot de l'éco-conception. On va opter pour une solution et puis finalement, elle va pas être très green, elle va pas être très faisable et on va changer son fusil d'épaule en cours de route et donc il faut faire preuve de souplesse. Bonne pratique numéro 7. Veillez à limiter la consommation d'énergie. Afin de limiter la consommation d'énergie pendant la durée de l'exposition, il sera nécessaire de trouver des solutions comme la limitation de la puissance d'éclairage, l'extinction de certains éclairages fixes ou non nécessaires, l'utilisation du mode économie d'énergie sur les dispositifs qui en disposent, etc. Bonne pratique numéro 8. Co-construisez le projet en intelligence collective. Menez des interviews de personnes ressources, organisez des séances de travail en équipe, intégrez les usagers dans le projet via un co-commissariat, une sensibilisation à vos démarches aussi qui doivent être expliquées dans l'exposition elle-même. L'intelligence collective fait partie de la démarche d'éco-conception. Bonne pratique numéro 9. Intégrer la sécurité des visiteurs. C'est quand même le b.a.-ba. Les composés organiques volatiles contenus dans les colles et les peintures représentent un danger pour la santé des visiteurs. Pour des raisons de sécurité des publics, mais également du personnel et des prestataires, le recours à ces colles et peintures doivent être impérativement contrôlés et limités. Donc essayez de choisir des substances les plus responsables possibles en sachant que leur prix est forcément plus élevé. Et enfin, bonne pratique numéro 10. Planifier le recyclage et le stockage. Il s'agit de la phase
clés concernant le recyclage de l'exposition et sa gestion de fin de vie qu'on avait évoqué dans l'épisode numéro 101 avec le cycle de vie. En effet, les efforts fournis en amont afin d'éco-concevoir l'exposition pourraient être minimisés si la phase de démontage n'est pas correctement planifiée et surveillée. Pour cela, la création de déchets, le tri et le stockage des matériaux réutilisables doivent être organisés en amont et traçables. Donc faire preuve de vigilance et lister les déchets engendrés par le démontage en vue d'une amélioration future, par exemple en cas d'exposition temporaire. Lors du démontage, une partie de la scénographie est stockée pour un usage ultérieur. Future exposition, boutique, etc. Il faut impérativement vérifier en amont que l'on dispose de l'espace de stockage nécessaire. Au moment du conditionnement, veillez à ce que le mobilier et les dispositifs stockés s'abîment le moins possible. Dans ce sens, il faudra veiller à réaliser un bilan de l'état des matériaux et de leur recyclabilité un peu avant la fin de l'exposition. Et puis bien sûr, il faut constituer et garder à jour un document du parc mobilier et scénographique disponible avec la localisation, la disponibilité, les dimensions précises, des finitions actuelles de chacun de ces éléments réutilisables pour pouvoir les réemployer, voire les upcycler, voire les prêter à une autre structure qui pourrait en avoir besoin. Bon, vous avez tout oublié, c'est ça? Allez, c'est parti pour le mémo. Nommez un référent pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le commanditaire du projet, puis côté prestataire. Fixer dès le départ des objectifs à atteindre pour ce projet à l'instant T, d'un côté pour l'équipe et de l'autre pour les prestataires. Chaque décision doit être interrogée sous le filtre de l'éco-conception. Accepter que concevoir une exposition éco-responsable prend du temps et implique des tâtonnements, des expérimentations, des mauvaises surprises aussi, de l'apprentissage tout simplement. Penser recyclable, démontable, modulable. Penser local et inclusif. Veiller à limiter la consommation d'énergie. Co-construisez le projet en intelligence collective, intégrer la sécurité des visiteurs et enfin, 10e bonne pratique, planifier le recyclage et le stockage, sinon bonjour l'improvisation et la calculette des impacts qui s'affolent. Et voilà, vous savez maintenant grâce à l'épisode numéro 101 les points les plus polluants de votre pratique d'exposition et avec cet épisode 103, vous avez une liste de bonnes pratiques à instaurer lors de vos prochaines expositions temporaires ou permanentes lors d'une rénovation. J'espère que cet épisode green vous a plu, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau podcast J'ai l'œil du tigre.